Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Et on se retrouve pour le Gom Show oui. cette fois-ci, côté bleu, côté SmackDown, à quelques jours maintenant de Extreme Rules, quelques cartes encore à mettre en avant, quelques affrontements, quelques match-ups à mettre en avant, mais ça commence d'abord sur le parking. Et oui, avant d'arriver dans l'arène, il faut garer sa voiture. Et Dolph Ziggler était en interview et Kevin Owens, avec son break familial, commence à klaxonner pendant l'interview, ce qui évidemment énerve Dolph Ziggler. Les deux se prennent la tête, commencent à s'expliquer et c'est la bagarre générale qui commence. On a les Singh Brothers d'ailleurs qui sont pas loin derrière, qui arrivent en courant pour un peu séparer tout ce beau monde. Le match de Kevin Owens. Kevin Owens avait un match pour ce soir qui était face à Dolph Ziggler. Est annulé par Shane qui était sur le parking lui aussi. Il y avait beaucoup de monde. On était vraiment au début, là les gens arrivaient. Les employés commençaient à arriver. Donc le match est officiellement annulé. Shane O'Mac nous dit qu'il doit protéger les catcheurs qui sont là. Il ne peut pas laisser un énergumène en furie tel que Kevin Owens attaquer ses collègues. Ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de taper sur ses collègues. C'est déjà pas très poli de klaxonner pendant une interview. Alors si on commence à distribuer des patates à ses coworkers, ça va mal finir. Mais Kevin Owens, lui, il veut pas partir. Au contraire, il déboule sur le ring, il chope un micro, il commence à balancer la vérité en mode paille-bombe. On a vraiment un petit goût là, de paille-bombe qui flotte dans l'air. Il a dit la vérité après Dolph Ziggler, que c'était un mec qui arrêtait pas de se plaindre. Maintenant, il va dire la vérité à propos de Shane O'Mac. Les McMahon, ils nous l'ont mis à l'envers. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Ils nous avaient dit que c'était fini le temps du despotisme. Sauf que depuis qu'ils ont annoncé ça, Shane, on se le bouffe toutes les semaines. On s'en plaint suffisamment chaque semaine, n'est-ce pas, Giscal ? Oh là là. Pour ne pas être d'accord avec le Canadien. Personne ne veut voir Shane O'Mac. On en a ras le cul. Il se met en avant. Kevin Owens, il se fait couper le micro à plusieurs reprises par Shane qui arrive sous le titantron et qui va voir la régie. Alors, il fait toujours là avec sa main, là, cut the mic, s'il a l'air con, quand il fait ça. Il a du mal avec son corps, je trouve, de toute façon, Shane O'Mac. Il a un souci de gestuelle. Ça le rend toujours ridicule, mais c'est bien, c'est un méchant. Tout le monde déteste Shane. Kevin Owens commence à balancer des noms, genre les gens veulent voir Apollo Crews, je suis pas sûr, mais les gens veulent voir Apollo Crews, Asuka, Buddy Murphy et Hopi. La liste est longue, donc il se fait un petit peu le porte-parole des laissés pour compte du roster, du vestiaire. Et Kevin se fait donc embarquer par la sécurité. On commence donc ce show bleu avec une grosse pagaille et surtout, on nous refile encore, s'il le fallait, un adversaire à Shane O'Mac. Ouais. Donc c'est très marrant de voir Kevin Owens rentrer dans l'art de Shane O'Mac pour dire qu'il accapare tout le temps d'antenne. Mais est-ce que Kevin Owens n'est finalement pas plus malin que les autres en se disant je vais m'insérer dans le programme de Shane McMahon pour avoir moi du temps d'antenne? Est-ce qu'il nous l'a fait pas à l'envers, le Canadien? Ouais, peut-être bien, ouais. Non mais en fait, oui, c'est vrai que c'est pas con ça. Oui. Non mais j'ai eu un peu la même réaction que Kevin Owens là au début du segment pendant l'ouverture là dans le parking. Alors la petite arrivée sur le parking, coup original, sympa d'ouvrir le show là-dessus. Avec Kevin Owens, le farceur là, parce que ça y est, maintenant il est redevenu face depuis la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. On sait plus trop avec lui, de toute façon, ça devient comme le Big Show là. Et donc il est redevenu gentil soudainement, finit son alliance avec Sami Zayn, qui a disparu d'ailleurs dans le même temps. Donc du coup tu le vois arriver avec sa petite voiture, farceur, il met un petit coup de klaxon et tout, bon, c'est rigolo, ils s'embrouillent, ils se prennent le bec. On savait qu'ils allaient avoir un match plus tard dans la soirée, donc je trouve que c'est sympa. Et puis alors là,
tu vois Shane McMahon arriver, et putain, je me suis tapé la tête contre l'écran, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est tellement, ça m'en avait inspiré une vignette d'ailleurs pour mon article de proto. Je dis tiens, le mec, il doit voir deux mecs s'embrouiller, il doit se dire oh là, attends, je suis pas impliqué dans leur feu là, attends, faut que j'y aille. Enfin bref, je dis c'est pas possible, putain, mais c'est insupportable. Enfin bref, mais bon. Donc on voit où ça en vient. Puis après il y a cette promo dans l'arène, comme tu as dit là, de Kevin Owens, et qui nous sort une sorte de shoot un petit peu là sur Shane McMahon. En fait, grosso modo, il a repris le script du Miz, quoi. Ils lui ont filé la feuille du Miz d'il y a 3 semaines. Il demandait de devenir le Miz, bah voilà, il est devenu Kevin Owens. Et en fait, il s'est transformé en Kevin Owens, il s'est fait pousser la barre, pris quelques kilos. Non mais bon, écoute, c'est une rivalité de plus qu'implique Shane. Elle sent bon quand même, je trouve, plutôt le remplaçage du Miz. Donc faut se dire que peut-être qu'une fois que Shane se sera fait tombstoner et spirer là, ce week-end à Extreme Rules, bah du coup ça va être la prochaine histoire à SmackDown, ça va être celle-ci. Ouais, bon. Écoute, ok, c'est vrai qu'à ce stade-là de l'émission, j'étais pas forcément enchanté par ça, parce que bah voilà, on tourne un peu en rond. Alors on va voir si ça va enfin aller jusqu'au bout cette fois, parce que c'est toujours un petit peu le même truc, c'est que on est d'accord avec ce qu'il dit Kevin Owens, on est d'accord avec ce que disait le Miz aussi, mais enfin ça va jamais jusqu'au bout, et Shane McMahon continue de gagner, donc ouais. Donc va ça peut-être falloir un moment, au-delà du plaisir primaire qu'on peut éprouver en entendant une telle promo shoot de Kevin Owens, même si voilà, ils ont intégré totalement cet aspect-là à WWE, donc ça fait du bien, mais comme tu le dis, derrière, rien n'est résolu, puisque effectivement, on utilise les griefs des fans à l'encontre de la WWE pour l'intégrer dans des storylines en utilisant des catcheurs comme porte-parole, sauf que effectivement, les porte-paroles s'enchaînent. On est loin d'effectivement l'époque de CM Punk, qu'on rappelle dès qu'on a ce genre de promo, qui elle avait quand même donné naissance à une vraie storyline qui était allée très loin. On s'en souvient encore. Là, tu parles du Miz, mais on peut aussi parler je crois, de Seth Rollins avant lui, qui avait eu aussi, fait le porte-parole des spectateurs et qui en avait marre des McMahon et de tout ce système. Donc voilà, on a droit tous les 3 mois à voilà, le catcheur à l'écoute des fans. Ils envoient un catcheur sur Reddit pendant 2 semaines qui va collecter les griefs des smarts et des fans, et ils vont en faire une promo qui va donner au mieux un match, mais après, quoi d'autre, on ne sait pas. Donc moi, je suis ravi de Kevin Owens. Ce face turn, on dit beaucoup. Kevin Owens est super à l'aise, super heel. N'empêche qu'il fait aussi un super face. Surtout là, il est unleashed, quoi. Il a une capacité à blablater pendant des heures et avoir beaucoup d'intensité dans ses promos. Donc, ok, moi, en soi, ça me va qu'il soit dans ce programme-là. Mais est-ce que c'est vraiment un programme, ça? Ça, on n'en sait trop rien. Et est-ce qu'on a envie que ça devienne un programme? J'en sais trop rien non plus. Mais c'est surtout qu'on saute un petit peu du coq à l'âne d'une semaine à l'autre. C'était un petit peu le problème qu'on avait relevé il y a 2 semaines, je crois, où on se disait, mais on ne comprend pas d'une émission à l'autre. Ils peuvent lancer quelque chose et complètement l'abandonner ou raconter autre chose la semaine d'après. Là, c'est vrai que faut quand même se dire qu'au dernier pay-per-view, à Stamping Grounds, Sami Zayn et Kevin Owens battaient le New Day en 2 contre 2, faisaient office d'équipe super soudée et se positionnaient potentiellement dans je me rappelle d'un grand Fatal 4, enfin 4 contre 4, là, 8 contre 8. Non, 4 contre 4, c'est ça, à SmackDown après, avec les champions, Heavy Machinery et tout, on se disait, ils allaient peut-être se positionner dans la same tag team. Ils étaient super heel. Pendant ce temps-là, c'était le Miz qui semblait se repositionner vers Shane McMahon. Et là, d'un seul coup, vraiment venu de nulle part, Kevin Owens se sépare de Sami Zayn, devient face, se lance sur Shane McMahon.
Voilà, est-ce que c'est encore un énième reboot et que cette fois on va enfin pouvoir se poser sur des histoires? Je sais pas. Ouais, ça c'est la grande question, et tu as raison, et là tu te dis, enfin, on parlait lors de l'analyse d'Euro, on parlait de Paul Heyman et de Bischoff en mode, voilà, est-ce que les mecs vont enfin nous proposer des histoires dans lesquelles on peut s'impliquer? Parce que c'est ça aussi, enfin, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de t'impliquer dans des histoires Ah oui! si tu sais d'avance qu'elles vont être oubliées Ouais. et rebootées. Enfin, les reboots, c'est comme les reboots de Spider-Man. Au bout d'un moment, les mecs ont même pas le temps. T'as même pas le temps de t'attacher à un acteur ou à une histoire que Marvel vous annonce son nouveau reboot de Spider-Man. Ah, bah là, c'est Marvel vous annonce son nouveau reboot du Miz. Il redevient Kevin Owens. Kevin Owens reboot, il devient face. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Puis pourquoi sitôt enfin, pendant le Go-Home Show, c'est vrai qu'on peut aussi se poser ce Ouais, genre il y de a ça aussi, hein. questions. Hein. Est-ce que ça a vraiment sa place là, tout de suite maintenant? Je suis pas sûr. Donc, oui, dans l'exécution, parce qu'elle est bonne, c'est plutôt bien produit, bien écrit. Ça part du parking, ça se finit dans la foule avec un babyface porté par la foule qui brandit son micro qui est coupé. Toi, c'est des images les fans adorent voir, mais peut-être qu'il faudrait se poser 5 minutes, les gars, hein, Ouais. et être sûr de ce que vous voulez raconter, parce que enfin, c'est fatigant d'essayer de vous suivre là. On a ensuite on parlait de revenants à Monday Night Raw. C'est pareil du côté de SmackDown, c'est Nakamura. Nakamura est de retour. Il a lancé un challenge à Finn Balor. Les deux se connaissent bien, hein. C'est d'ailleurs ce que dit Finn Balor lors d'une interview. Ils se connaissent par cœur depuis 15 ans. Et Nakamura, il doit nous prouver à nous que ça fait 1 an qu'il glande, mais qu'il peut encore nous sortir des gros matchs, des grosses rivalités. Et donc ce soir, on a justement un match entre les deux, assez étonnant, hein, mais on nous balance cet affrontement juste avant le pay-per-view. Un affrontement qui voit un Nakamura très agressif, hein, le Nakamura heel, celui qui met des gros coups de genoux, attire les rigots. Je crois qu'il place d'ailleurs 3 Kinshasa dans la tête à Balor, à différents endroits, à l'extérieur du ring. Ça se trouve à un moment la gueule dans les escaliers. Et tout ça est trop pour Balor, qui est un petit peu assommé, hein, par cette agressivité de Nakamura, à tel point que le 3e Kinshasa est le bon. Il étale complètement Finn Balor. Et donc, on a une grosse victoire là, de Nakamura, qui se positionne évidemment en challenger dans un match qui prendra probablement place là, à Extreme Rules. Voilà, c'est simple, c'est efficace. On prend 2 mecs qu'on voyait plus, qui ont 2 gros personnages, qui peuvent nous proposer des bons matchs de mid-card. C'est une formule simple qui fonctionne, non? Oui, c'est une formule simple qui fonctionne. Enfin voilà, cette ceinture était un petit peu prise en otage malgré elle, pas par Finn Balor, mais juste par les bookers là, qui je sais pas ce qu'ils avaient, ils voulaient pas s'en servir. Depuis WrestleMania, c'était un petit peu chaotique, hein, depuis qu'il a récupéré sa ceinture, Finn Balor. Enfin depuis qu'il l'a récupéré, depuis qu'il l'a gagné à Bobby Lashley. Il y a eu une pauvre défense de titres complètement anecdotique à Super Showdown contre Andrade, mais sinon, à part ça, Finn Balor, on le voyait à peine sourire en coulisses, c'était assez incompréhensible. Shinsuke Nakamura avait complètement disparu également. Là, voilà, ça fait du bien. C'est 2 mecs qui se connaissent par cœur, donc en plus, il n'y a aucune excuse, hein. Ils peuvent que nous sortir du bon catch, et c'est ce qui s'est passé, vendredi. Et c'est ce qui, j'espère, va se passer dimanche, parce que c'est la suite logique. J'ai pris le parti de l'ajouter d'ailleurs au pronostic, ce match, parce que je pense qu'il aura lieu. Mais en tout cas, voilà, il est grand temps que cette ceinture redevienne un titre convoité et régulièrement exposé à SmackDown. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Et j'ai bien aimé ce match, et j'ai trouvé qu'ils en avaient suffisamment gardé, pareil, un petit peu comme Ricochet et AJ Styles, suffisamment gardé sous le pied pour pouvoir potentiellement nous émerveiller dimanche. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer. Effectivement, voilà, il y a aucune, ils ont aucune excuse, ces gars-là.
hein. Ils ont suffisamment, on les voit plus, donc là, on leur file un programme, il faut y aller. Et ça va faire un beau programme là pour cette belle ceinture blanche qui a l'air d'être très gênante. C'est vrai que c'est pas facile à porter une ceinture blanche, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'osent pas la sortir tous les jours. Hein. On parlait de Nikki Cross. Nikki Cross, c'était notre top à tous les deux à Monday Night Raw. Est-ce qu'elle va réussir à obtenir le doublé une fois de plus ce soir, puisque elle est mandatée par Alexa Bliss pour aller signer le contrat du match. Elle a reçu un pouvoir. Qui va opposer donc l'ancienne cheerleader à la championne en titre Bayley. Bayley nous dit qu'elle est juste là, elle est là pour signer le contrat. Effectivement, on a toute la mise en scène habituelle, mais qu'elle est déçue qu'Alexa Bliss ne soit pas là. Évidemment, c'est pour mettre un petit peu de poudre sur cette histoire, voilà, d'essayer d'ouvrir une fois de plus les yeux de Nikki Cross, mais c'est peine perdue, on l'a bien vu. Oui. La semaine à Monday Night Raw, Nikki Cross défend bec et ongle jusqu'au bout son amitié avec Alexa Bliss. Et Bayley commence un petit peu à s'en rendre compte, même si elle pense que Nikki elle et Nikki elle se projette, elle a envie d'aider Nikki, mais il y a bien un moment, il va falloir abandonner cette idée. Nikki Cross nous explique que Alexa Bliss avait raison sur Bayley, que Bayley n'était pas la fille sympa. On en a parlé à Monday Night Raw, que seule Alexa Bliss est venue, a tendu la main à cette fille très spéciale qui est Nikki Cross. Alors Nikki Cross qui a toujours son accent de dingue, moi j'étais plié quoi, tellement. Enfin, puis elle le force un peu, c'est drôle. Elle le force, quoi. Alexa Bliss. C'est même pas Bliss, c'est tellement. C'est même le prénom d'Alexa Bliss. C'est incroyable, moi j'étais plié. D'ailleurs, c'est pas la seule. On a eu quelques accents. On a pas mal d'accents en ce moment dans le roster, là, des mecs. Entre Becky Lynch, de toute façon, qui est notre championne, la irlandaise, et Nikki Cross, l'écossaise. Enfin, on s'amuse bien, tu vois. Enfin, moi, j'adore. En plus, t'as raison, il lâche la bride totalement là-dessus et c'est super cool, quoi. Moi, je suis plié, en fait, quand je l'entends. Et surtout, Nikki Cross, elle va appuyer là où ça fait mal, puisque alors Bayley lui dit qu'est-ce qui va se passer quand vous allez perdre et que Alexa Bliss va t'accuser d'avoir perdu. Ça, c'est dans l'optique qu'elle perd, on n'est pas sûr. Et Nikki s'en défend en disant mais attends, Bayley, là tu fais la morale sur l'amitié, mais excuse-moi, mais ils sont où tes potes là? Ils sont où tes potes? Ils sont, à part ils sont sur Twitter là à faire du pied à la AEW, mais ils sont pas là à t'épauler, ils sont pas là dans les grands moments, donc tes leçons de morale là, sur l'amitié, t'es gentil, mais ce qui va se passer, c'est que dimanche on va gagner et que on sera les premiers SmackDown Women Champion, Co-Champions, et elle signe le contrat, mais en faisant une énorme rature. Et d'ailleurs, on entend Bayley un peu en off qui lui fait mais attends, c'est même pas ton nom ça, parce que l'autre elle a fait une énorme gribouillis sur le contrat. Et c'est suivi d'un match rapidement. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit parce que Nikki Cross lui dit c'est quoi, t'as qu'à rester là, j'ai un match justement, t'as qu'à rester, je vais te montrer moi ce que c'est la puissance de l'amitié. Et elle dispose assez facilement là de Carmella qui était venue juste se prendre un petit peu le tombé. Et c'est comme ça que ça se termine, avec Nikki Cross qui est complètement furieuse d'entre les cordes à provoquer Bayley jusqu'au bout pour lui montrer que la vraie amitié, c'est ça. Est-ce que c'est ça la vraie amitié, Giscal? Est-ce que c'est ça? Écoute, elle est assez convaincante, Nikki Cross. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait bien plus d'arguments à amener sur la table que Bayley. Encore une fois, elle a tapé fort avec les sous-entendus sur Sasha Banks. Écoute, cette signature de contrat m'a bien plu. Je trouvais qu'elle était assez dynamique. On n'était pas dans une logique de, comme c'est trop souvent le cas chez les filles, dès que tu sors un petit peu des segments avec Becky Lynch, à savoir trop récité, trop plat. Là, voilà, il y avait une vraie joute verbale. Tu sentais qu'elle s'invectivait. C'était agréable à suivre. Bien aimé les arguments, bien aimé l'angle utilisé. On tease un scénario
un scénario possible en cas de défaite des méchantes, mais on tease également un autre scénario en cas de victoire, et puis on tease potentiellement une intervention peut-être en faveur de Bayley. Enfin, plein de choses sont possibles, donc c'est vrai que ils sont en train de plutôt bien construire autour de ce handicap match. En 2 émissions, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot pour cette stipulation. Donc voilà, ça m'a bien plu. Puis après, un petit match derrière pour continuer à filer un max de momentum à Nikki Cross, qui est intouchable en ce moment. Et complètement dévoué corps et âme à sa chef, à sa copine. C'est pas sa chef, c'est sa copine. Ah non, c'est pas sa chef. Non, c'est ouais. Et c'est vrai que tout est vraiment écrit pour une potentielle victoire avec un tombé de Nikki Cross. Plus je vois les shows passer, plus je me dis que c'est ce vers quoi ils veulent tendre, parce qu'il n'y a aucune dissension ou quoi que ce soit teasé, parce que Alexa Bliss n'est même pas présente en fait. C'est vraiment Nikki Cross qui prend toute la place dans cette histoire. Donc c'est assez intriguant à suivre. J'aime bien. Ouais. Et il y a quelle intensité et c'est valable, je trouve, pour beaucoup de promos qu'il y avait ce soir à SmackDown. Les mecs qui ont le micro ont été assez libérés, j'ai trouvé, dans leur interprétation du texte. Tu avais vraiment, enfin, Nikki Cross en particulier, quoi, cette énergie, quoi, de l'acteur qui récite un texte sans le réciter, quoi, qui sait où il veut en venir et qui y arrive. Et c'est vrai que moi, je buvais les paroles de Nikki Cross tellement elle incarnait complètement son perso. Et Bayley, pareil, elle arrive à suivre malgré tout la cadence. Elle va se retrouver un petit peu coincée dans sa logique de babyface, qui montre, du coup, c'est vrai, ses limites, hein. C'est elle un petit peu qui se retrouve dorénavant sous le radar, sous le microscope là, de l'amitié, parce que c'est vrai que ça s'est retourné complètement contre elle, hein, cette histoire. Oui, c'est elle qui a essayé de créer la zizanie, et au final, elle se fait tacler, elle se prend tacle sur tacle sur l'amitié. Ouais, donc c'est plutôt bien vu. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aimerais beaucoup, je serais très heureux de voir effectivement un tel scénario, à savoir une victoire de Bliss et Cross, avec Cross qui fait le tombé, notamment pour justement partir sur aller vers une évolution un peu moins classique, et que simplement les méchants qui de par une dissension qui effectivement n'apparaît pas donc ça, perdent le match. Voilà. Mais comme tu le dis, hein, tout a été écrit, tout est possible, et en cela c'est déjà pas mal de nous montrer le champ des possibles, comme on dit. On va enchaîner justement. Alors, je parlais de promo, de mecs qui avaient le micro et qui ont été assez libres et qui ont été bourrés d'énergie. On avait un Tag Team Summit, donc le sommet de la division par équipe ce soir, hein, organisé notamment par le champion Daniel Bryan. C'est le New Day d'abord qui débarque, hein, ils arrivent. Toujours une grosse pop, évidemment. Je sais plus ce qu'ils ont dit. Ils font quelques blagues. Ah oui, aussi, c'est en dessous de la ceinture, là. Parce qu'il va y avoir un three-ways, donc ils font des blagues un petit peu sous la ceinture, à se toucher la zigounette, là, pendant qu'ils font des triplettes entre les cordes. Évidemment, ça ne plaît pas à Daniel Bryan, hein, qui arrive et dit voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Je vous l'avais dit. Le New Day, ils ont beau être 5 fois champions, ils ont beau être des super athlètes, ils ont beau avoir procuré les meilleurs matchs de la division tag team depuis des années, ce sont que des petits rigolos. Et du coup, quand ils sont champions, c'est toute la scène tag team qui est la risée de tout le monde. On en a encore eu la preuve ce soir. Nous, on prend les choses sérieusement. Alors Xavier Woods prend le micro et fait: écoute, tu parles beaucoup là, mais ce qu'on veut entendre, c'est ton grand pote là, le rouquin là, qu'est-ce qu'il a à dire, parce que Rohan il est sympa, il est gentil, il est mignon, mais alors attends, il y a 5 ans là, il prenait les ordres de Bray Wyatt, après c'était les ordres de Luke Harper, maintenant c'est Daniel Bryan, et du coup on sait plus trop là, c'est qui son vrai papa.
Alors, tu as les chants Yoda dit qui montent depuis les travées et les gradins du stade. Donc, c'était très drôle parce que tu as Rowan que là, le grand, oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, et puis moi non, bah oui, je sais pas qui c'est mon papa. Et alors? Moi, j'ai plusieurs papas. Et du coup, Heavy Machinery qui débarque parce qu'ils se font insulter aussi au passage par Daniel Bryan. Donc c'est vrai que c'est aussi des rigolos. Ceux-là, c'est beaucoup des rigolos à SmackDown. Ah oui. Et donc ils arrivent en mode nous on aime faire la fête, on est les cols bleus, on aime manger des grosses merguez et Otis dit I'm coming et du coup ils arrivent pour aller choper ce titre et surtout faire une grosse impression ce soir. Donc, on a un match entre Bryan, Otis et Woods. Un bon match avec Otis qui est vachement mis en avant, le public qui pop à mort, notamment sur son Caterpillar, évidemment, et surtout, un acte de bravoure de la part d'Otis qui nous fait tout simplement qui chope Xavier Woods et Daniel Bryan dans une double souplesse portée là, la verticale. Souplesse avec délai là où il les garde à la verticale, la chandelle quoi là. La chandelle vraiment où il le garde quelques secondes les deux qui ont tenté de se. Ils ont bien gainé Oui. Ouais, ils ont gainé à mort et Otis. Tu sens vraiment que c'est Daniel Bryan qui commence à tomber et Otis tout de suite est là. Enfin, toi, le mec, il a l'air en plus hyper safe. C'est sûr qu'on a vu des choses pas très jolies il y a quelques semaines sur avec des mecs qui avaient 2 fois leur âge. Otis là, donc qui a fait ce geste d'homme fort, assez incroyable et ça va lui porter chance puisque il va placer le pop-up slam sur Xavier Woods pour la victoire là, victoire d'Otis sur Bryan et Woods. Écoute, voilà, on nous montre des challengers qui ont faim d'aller chercher des champions. C'est peut-être des rigolos, mais c'est quand même des sacrés costauds. Oui, c'est ça. Non, écoute, j'ai beaucoup aimé ce Tag Team Summit là. J'ai trouvé ça très drôle. En plus, le nom, bien évidemment, ça fait sommet de la planète, un peu référence à l'environnement et aux champions de la planète et tout, donc c'était assez bien trouvé. Et puis cette passe d'armes avec le New Day qui, comme d'habitude, s'est bien alterné entre le nawak et le sérieux. Ils ont commencé sur une petite touche carrément borderline là de Biggie, mais assez drôle, et Daniel Bryan qui vient les remettre à leur place en disant que voilà, vous prenez rien au sérieux. Et puis ça part après comme ça se trash. Heavy Machinery qui arrive. Enfin, j'ai trouvé que tout fonctionnait très très bien. Bonne punchline, c'était assez drôle. Heavy Machinery, tu sentais qu'il y avait une volonté quand même dans le segment de les mettre en avant parce que c'est eux qui ont clôturé le segment micro de manière assez longue, sans interruption. Ils ont eu Otis et Tucker qui ont eu un long moment pour parler à la fin, pour un petit peu poser leur base, parce que c'est vrai que à part entendre Otis faire des bruits et des blagues en coulisses, on n'a pas forcément eu l'occasion d'avoir des longs speeches de leur part, donc c'était plutôt cool. Et puis ce triple threat, après, j'ai adoré. Otis, superstar du match, clairement. Les autres ont clairement scellé pour lui. Et donc c'était plutôt bien vu aussi, parce que clairement, c'est par son intermédiaire, il représente l'équipe qui a le plus besoin d'exposition quand même à l'abord de ce match. Donc avec une petite victoire en plus derrière qui fait pas de mal. Donc écoute, j'ai trouvé que c'était très 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 efficace et que ça donnait envie de voir la joute avec ce joli mix de bordel et de catch sérieux ce dimanche. Donc c'est très efficace. Bravo là, Otis, la star du match, tu l'as dit. Sera-t-il la star du show? Je vous donne rendez-vous à la fin de notre analyse pour le découvrir. On continue. Alors, on a eu pas mal de petites séquences backstage avant d'arriver au main event, puisqu'il ne nous reste plus que le main event, si je dis pas de bêtises. Oui. Grosso modo, alors, on va vous refaire toute la listing de ce qui s'est passé backstage. On a une petite vidéo pour de hype là, de Kofi pour le match entre Kofi et Joe.
Est-ce que c'est là que Joe était face caméra? Ouais, c'est ça, il était face caméra dans cette vidéo. Oui. Donc, il accuse Kofi d'avoir refusé sa main tendue et qu'il va lui coller une grosse fessée ce dimanche, qu'il va mettre à jour tous les mensonges, l'histoire de Kofi qui fait appel à la famille, les amis, il va lui montrer qu'il n'y a rien de tout ça, aucun frère, aucune famille pour venir à sa rescousse, et qu'il va tout prendre à Kofi, y compris le titre de champion. Yes. On a aussi eu le retour à l'écran des Kabuki Warriors, puisque, si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas, lors d'un live event, Asuka et Kairi Sane ont battu la Iconics. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'ils nous montrent qu'en fait c'était un match pour le titre au Japon et que j'apprenne via cette vidéo récap qu'on avait des nouvelles championnes par équipe, mais pas du tout. Elles ont obtenu par contre, évidemment, un title shot. Tout ça, tout le monde se retrouve backstage avec Paige qui est là. Elle veut que le match ait lieu ce soir, mais les Iconics ne peuvent pas évidemment, puisque c'est Billie Kay qui est malade, elle est souffrante, petite gastro probablement, quelque chose ne va pas bien. Oui. Du coup, pour la soigner, Paige lui met une énorme baffe. Alors, c'était purement gratuit quand même. Franchement, je me suis dit voilà. Ça va mieux? Ça va mieux maintenant? Oui. Ah bah c'est cool. Alors on peut faire le match? Non, je me sens pas bien. C'est bien ce que je croyais. Donc on ne sait pas quand le match va arriver, mais il va arriver. À mon avis, ça tombera quoi. Dès qu'il y aura un peu de place, ils le placeront. Donc voilà, retour aux affaires. J'en sais rien, mais voici les petites nouvelles de côté de cette ceinture qui fait peine à voir quand même. Ouais. Hein, bah non, monsieur, retour aux affaires quand même. C'était cool de revoir les Kabuki Warriors et qu'on remette un petit peu au centre du show ce qui s'était passé en effet en live event, parce que moi pour le coup j'avais suivi, mais c'est vrai que c'était pas évident de suivre ça. Mais bon, je savais que du coup ils avaient gagné un title shot et que c'était censé arriver. Mais bon, bah voilà, il faut quand même en parler à la télé. Tu vois, un petit segment d'une minute comme ça quand même, ça mange pas de pain et ça permet de remettre un petit peu les visages dans les têtes des gens et de teaser un potentiel title shot dans le futur. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Personnellement, je me serais passé de la claque de Paige qui était un peu gratos, parce que déjà c'est leur boulot, hein, les Iconics, elles sont là pour se faire ridiculiser, c'est des clowns et elles font ça très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je préfère quand même quand ça se passe dans le ring, si elles pouvaient éviter de se faire vraiment rabaisser plus bactère là par une manager sans même se défendre en coulisses. Je trouve je trouvais que c'était pas terrible. Au contraire, la dynamique est pas bonne, c'est pas ça normalement. Enfin, elles sont justement, elles doivent enfoncer. C'est pendant les scènes backstage où elles sont terribles et sans pitié. Sont censées être au-dessus. Ouais. Voilà, et après que c'est entre les cordes. Normalement, leur terrain de jeu, justement, il est là, il est backstage quand il n'y a pas d'enjeu et quand elles peuvent se moquer, faire les terribles, faire les chippies et tout. Et là, elles se sont fait calmer pendant 1 minute par les challenges, quoi. Donc c'est vrai que c'était un petit peu too much, mais bon. Ouais, j'avoue. D'ailleurs, on parle de Don't be a bully, don't be a star, mais on se fait quand même vachement bully quand on traîne backstage dans les couloirs de la WWE, puisque Mandy, Rose et Sonya Deville en ont toujours après Ember Moon, qui est toujours en train de zoner, en train de lire des magazines, jouer à la Switch ou en train de bouffer. Ember Moon dit que voilà, elle a battu Mandy et que peut-être qu'on devrait pouvoir régler tout ça entre les cordes. Et venant des Heels, d'ailleurs, c'est les Heels qui proposent à Ember Moon de se trouver un petit partenaire là pour faire un petit tag match la semaine prochaine. Donc voilà, une histoire qui continue avec des Heels qui proposent d'en finir, qui sont force de proposition pour essayer d'aider la pauvre nerd Ember Moon là, qui passe son temps à glander, à chiller dans le backstage. C'est un petit peu triste tout ça quand même. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal. Enfin là, elles essayent de lui proposer un match, mais elles essayent de l'emmener sur leur terrain de prédilection quand même, qui est le catch par équipe à la base. Donc, alors que Ember Moon, c'est pas du tout son truc. Donc je pense qu'elles essayent de trouver un petit match où elles auraient l'avantage, parce que elles savent que Ember Moon en 1 contre 1, elle est super dangereuse et qu'à chaque fois, elles étaient obligées d'un peu tricher pour s'en sortir. Donc je trouvais qu'à la limite, c'était pas mal. Cette histoire continue, ça permet de conserver un petit programme scénarisé qui vaut ce qu'il vaut dans la mid-card féminine à SmackDown pour garder
des visages frais et dispo quand la ceinture de SmackDown sera peut-être ouverte à un autre programme. Donc ça me va, c'est le genre de petits trucs, ça mange pas de pain et ça boucle déjà un petit match pour la semaine prochaine. Donc, Moins d'une semaine à l'autre, on retrouve les mêmes personnages et oui, et puis voilà, ça, c'est déjà une belle avancée. Belle avancée, oui. En parlant de personnages qu'on retrouve, on a une petite vidéo d'Ali, qui est auteur, compositeur, interprète, monteur, réalisateur de sa propre histoire. Il fait son petit trip, il traîne dans les rues, c'est le Vigilant de la WWE, le Batman C'est ça. de la WWE. Il nous explique que voilà, le mal est partout, mais surtout le mal gagne quand le bien s'efface et quand le bien n'affronte pas le mal, ne se met pas en travers du chemin du mal. Donc forcément, lui, c'est beau, c'est excellent même. Lui, il affronte le mal coûte que coûte. Il a passé sa vie à affronter le mal puisqu'il était policier avant d'être catcheur. Il a même été policier et catcheur en même temps. Donc il sait ce que c'est. Ça, c'est fort. Il a vu le mal en étant flic, il a vu le mal partout. Il dit même, je trouvais ça très très malin, qu'il a vu le mal au sein de la police, quoi. Donc le mal s'insinue dans chaque coin et chaque recoin de ce monde, et qu'il n'y a aucun monstre, aucun géant qui peut le battre. Et donc, il nous rappelle, donc ça c'est son nouveau motto, sa nouvelle catchphrase, que le mal gagne seulement quand tu ne le combats pas. Mais quelle forme prendra le mal pour Ali? Ça c'est la grande question, auquel on n'aura pas de réponse ce soir. Est-ce que tu kiffes ces petites vidéos là, Dali? Ouais, écoute, j'aime bien. C'est une ficelle ultra classique, mais qui je trouve est super efficace pour voilà, un mec sur le retour. Pour commencer, en plus, qui avait besoin, je trouve, il avait acquis une popularité grandissante par son catch et son charisme un peu spécial. C'est vrai qu'il a cette vibe un petit peu là de je sais pas, d'underdog très sympathique, qui lui avait valu notamment avant que Kofi Kingston. Et puis un mec de la rue, un mec de la ville, un mec qui connaît les gens, exactement, un ancien policier et tout. Avant que Kofi Kingston lui pique un peu sa place malgré lui à l'Elimination Chamber il y a quelques mois. Et tu sentais qu'il était sur une pente ascendante terrible, mais sans jamais avoir vraiment eu l'opportunité de développer son personnage. Et c'est quelque chose qui manquait un petit peu et qui est pour moi vraiment crucial quand tu essayes de lancer des catcheurs comme ça un petit peu sur le long terme. On verra, on en parlera sans doute avec un autre catcheur dans un segment qui suit, où je trouve qu'ils ont plutôt fait un bon boulot. Et par effet miroir, ça me fait dire quand même que je comprends pas pourquoi ils apportent pas le même soin à certaines personnes type Ricochet à Raw, qui auraient bien eu besoin, tu vois, je trouve, pendant sa période de transition de ce type de segment, pour caler un petit peu, voilà, regardez, écoutez qui je suis, pourquoi je me bats et pourquoi est-ce que vous devriez être derrière moi et tout. Mes valeurs. Et donc, ouais, ça me plaît bien ce qu'ils font avec Ali, et je suis impatient de le revoir revenir avec cette attitude et savoir ce qu'il va pouvoir faire de tout ça. Mais t'as raison, c'est quelque chose qui avait été un peu trop mis de côté par la WWE. Ces packages vidéo de présentation du personnage, on nous introduit un perso avant de le voir affronter l'adversité. On avait tendance à pas faire les choses à l'envers, en faisant monter des mecs de NXT, c'est le meilleur exemple. Tu fais monter des gars que personne connaît, il faut pas se mentir, enfin les gens qui suivent Raw SmackDown. Ouais, non, clairement. Le grand public, on va dire, ne connaît pas. Ouais, ils font des super galipettes, donc le spectacle est bon, on se croirait au cirque. Mais c'est qui ces mecs-là? Entre-temps, il y en a plein qui ont disparu et ils ont déjà été oubliés à nouveau, toi. Donc, oui. effectivement, on a besoin d'introduire un personnage. Enfin, c'est la base, quoi. Tu peux pas t'enticher d'un personnage si tu sais pas vraiment qui il est. Tu peux l'applaudir entre les cordes. Il va réussir à te raconter une histoire entre les cordes, mais après, pour aller au-delà, pour aller encore plus loin, où tu t'entiches du personnage. Pour adhérer, quoi. Ouais. Bah ouais, pour le porter et être un fidèle
fan de ce catcheur-là, effectivement, il faut qu'il ouvre un peu son cœur, qu'il montre ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut combattre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et c'est vrai que là, Ali, avec Ali, on a tout ça, quoi. Donc, il a déjà une sacrée histoire, le mec. Rien que le fait de jouer sur le fait qu'il était flic avant, c'est tout con, mais genre, ça y est, il a son perso, quoi. C'est ce mec qui veut combattre le mal, l'injustice, et qui en plus, c'est ça. Lui, ouais, ça l'énerve, ça le débecte. Ça l'énerve, et en plus, il a le vrai background derrière pour le prouver, toi. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien vu. Alors, je sais pas si c'est de lui dont tu parlais, mais effectivement, on a progressé sur un sacré personnage également, en la personne d'Alistair Black, qui est toujours dans sa salle sombre, flippante, mais on le voit, on est en train de lui installer un petit micro-cravate, là. Donc il va être interviewé. Ce soir, on est censé savoir qui va être son adversaire pour Extreme Rules. Mais en fait, on ne sait pas vraiment qui ça va être à ce moment-là. Il y a en fait un split screen où il y a les deux chaises. Une chaise où il y a Alistair Black et une autre chaise vide. Black dit qu'il s'en fout un petit peu de savoir qui c'est. Alors, à ce moment, tu dirais, attends, il fout de ma gueule. Attends, oui. Là, tu dis, bon, là, c'est pas ça bon. Ça fait 2 mois qu'il nous fait chier. À savoir qui il est. Mais bon, c'est pas grave. Il y va quand même avec Extreme Rules. Et il est un petit peu interrompu dans son monologue, puisque tout d'un coup, on voit une main dans un plan très cinématographique de méchant. On voit une main avec un costume blanc. Alors, du coup, on a cette dualité entre Alistair Black et donc c'est Alistair White. Ouais. Alistair White qui arrive, peut-être son frère maléfique, et Costa et tout, qui tourne autour de la chaise comme ça et qui s'assied, dévoilant le visage de Cesaro. Cesaro qui révèle à toutes et à tous que c'est lui qui a toqué à la porte. Il a son dentier, là, The Bar, qu'il retire. Il regarde regard caméra. C'est lui qui a toqué à la porte d'Alistair Black et il est là pour la bagarre, pour pick a fight. Et Black, il aime ça. Il est content, il jubile de voir ce visage apparaître, et les deux donc, vont se retrouver dans ce dimanche. Écoute, quelle séquence, une fois de plus, on s'est quand même bouffé des drôles, enfin, on s'est bouffé du ridicule pendant des semaines avec Alistair Black, mais il faut avouer que Cesaro, il en impose avec son costume blanc là, et que c'est vrai que maintenant on a envie de les voir se mettre sur la gueule, ces deux-là. Eh ben ouais. Ouais, non, mais moi j'ai trouvé ça super bien mis en scène. Alors ils ont pas réinventé la poudre, hein, mais voilà, cette révélation de l'adversaire d'Alistair Black, ça faisait très petit plan séquence de films avec révélation du grand méchant qui apparaît un petit peu. Tu vois des parties de son corps, mais tu vois jamais trop son visage. Ça fait méchant de dessin animé un petit peu. Puis d'un seul coup, Inspecteur Gadget, tu sais. Par exemple, c'est ça. Et puis là, voilà la révélation enfin de l'identité. J'ai trouvé ça assez sympa. C'était assez rigolo. En plus, le contraste, costume tout blanc versus costume tout noir. Il avait une sorte de vibe un peu de grand méchant d'un vieux James Bond, où tu vois, et je trouvais que c'était vraiment cool. L'opposition, bon alors voilà, ça c'était sur l'aspect visuel. Après sur le segment en tant que tel, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, parce que bon voilà, là on s'est un petit peu moqué de lui, Alistair Black, il dit ouais, il s'en fout de savoir qui c'est et tout. Mais mine de rien, ça révèle un trait de son caractère et du personnage qu'il a tenté de développer là depuis 3-4 semaines, qui est pas mal. C'est à savoir qu'il a l'air d'être omnubilé par le combat. Et en fait, c'est limite, ouais, en effet, il s'en fout. Il voulait juste que quelqu'un vienne le défier pour qu'il puisse se battre et qu'il relâche un petit peu toute cette tension et cette folie qu'il semble avoir en lui. Donc je trouve que c'est assez captivant à suivre là, comme cette petite passe d'armes qu'ils ont eue, parce que tu voyais dans les yeux d'Alistair Black le feu là qui se rallumait, dire oh, putain, yes, je vais m'éclater. En plus c'est un costaud qui cogne fort, qu'est-ce qu'on va s'envoyer dans les gueules, enfin tu vois, genre tu sentais qu'il était heureux, il y avait déjà l'odeur du sang. Donc non, c'était bien fait. En plus, en face de lui, Cesaro, voilà, colosse, toujours vendu comme le pound for pound, le mec le plus puissant
de la WWE. Il l'avait encore bien répété la veille à Raw, histoire de préparer le terrain. Donc voilà, en fait, ça va être une bataille de titans qui va avoir lieu dimanche. Des mecs qui ont juste envie de se cogner dessus, et c'est un petit peu ça qu'on veut. Et ça fait culminer cette petite histoire, voilà, parfois ridicule, parfois, écoute, parfois qui avait au moins le mérite, on va dire, de développer un personnage, de développer un gimmick pour Aleister Black qui arrive dans ce match, pas à poil, quoi. Il arrive avec une vraie aura et avec un vrai objectif, celui de voilà, il veut se battre, il veut tout donner et tout. Donc je trouve que ils ont bien posé les bases. Et je suis très 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 impatient parce que je pense qu'il y a un gros potentiel dimanche de faire une lutte vraiment de workhorse là, de faire un truc de taré où limite à la fin celui qui sort vainqueur, il est complètement épuisé, le public debout à applaudir avec le bras levé, genre un peu à la Rocky. Je pense que celui qui va sortir de ce match va vraiment être très costaud, quoi. Et donc du coup j'ai bien aimé cette petite passe d'armes. Et en effet, c'était à lui que je faisais référence. Tu vois, voilà, on aime ou on n'aime pas, que ce soit pour Ali ou Aleister Black. Je trouve que au moins, il y a un soin qui est apporté sur le moyen terme pour ces mecs-là, de se dire, si tu les lances, au moins tu les lances avec une personnalité, quoi. Ils ont leur univers, ils ont leur aura. Ce que je m'acharne sur lui, hein, mais ce que n'a pas, ça aurait fait du bien à Ricochet d'avoir ça. Enfin, tu vois, quand ils se sont séparés avec Aleister Black, justement, on leur reprochait d'avoir été un peu propulsés en tag team depuis NXT. Alors, venus de nulle part, ils ont commencé à catcher toutes les semaines contre toutes les équipes, à choper des title shots dans tous les sens, à tous les perdre d'ailleurs. Mais on savait pas qui c'était. Enfin, ils auraient pu disparaître le lendemain. On s'en foutait, quoi. Enfin voilà, c'était. Il y avait d'un côté le gothique avec ses pics et puis l'autre qui faisait ses flips là. Et n'empêche que fast forward 4 mois plus tard, maintenant il y en a un qui a vraiment un gros personnage et qui s'avance là à Extreme Rules avec une opportunité de frapper un très grand coup et peut-être se positionner fortement dans la scène de SmackDown. Et de l'autre côté, il y a un mec où j'ai vraiment l'impression qu'on lui a lâché la ceinture pour voir ce qu'il pouvait en faire. Et pareil, s'il perd contre AJ Styles dimanche et qu'il disparaît, écoute, il me manquera pas, quoi. Donc le contraste, ce segment m'a encore plus mis en perspective, on va dire, le contraste entre les deux trajectoires depuis 4 mois. C'est très intéressant de voir leur avancée à tous les deux, hein, eux qui ont commencé ensemble effectivement NXT, voir comment ils vont être traités et comment ils vont avancer. C'est vrai que là, il y a de quoi pouvoir juger sur pièce dimanche comment les deux s'en sortent et puis après les semaines à venir. Et c'est vrai que sur le moyen long terme, je souhaite plutôt à tous les catcheurs d'avoir le traitement d'Aleister Black que potentiellement, on va voir, hein, ça se trouve, Ricochet va tout éclater, il va être un champion flamboyant et tout. Mais il reste dans un bon programme malgré tout, mais qui du coup est pas, qui a la saveur, dont la saveur est apportée par AJ Styles. Hein. C'est pas lui qui apporte la saveur à ce match. Or là, les deux, on va voir un match-up entre Aleister Black et Cesaro, et les deux ont été poussés là ces dernières semaines tranquillement, pour arriver à cette presque inévitable cette inévitable évidence. Je serais tenté de dire qu'effectivement tu es là, effectivement, Cesaro, c'est un mec qui cherche la bagarre aussi. Voilà, ça colle, quoi. Il transpire le charisme, pas parce qu'il est fort au micro, mais parce que il paraît, c'est un sacré morceau, quoi, toi, le mec, il a son costard et il va te décalquer, quoi, dès qu'il te chope, donc c'est assez impressionnant. Bon, allez, on en a fini avec tous ces trucs backstage. Il y avait encore Shelton qui a fait le con là, pas répondre à ces questions. Bon, ça, par contre, je sais pas si c'est un déveauement de personnage très efficace. Est-ce que tu imagines Ricochet à la place de Shelton Benjamin? Là, je pense que là, vaut mieux, peut-être mieux des fois ne pas avoir de développement de personnage. Hein. Peut-être. Allez, le main event, c'est Roman Reigns contre Dolph Ziggler. Un gros match entre les deux. Une belle alchimie, vraiment, j'ai trouvé, entre Roman Reigns, le big dog, hein, le powerhouse, et Dolph Ziggler, l'homme qui sait le plus vite que son ombre. Reigns qui place le spear à la fin pour la victoire dans un gros match de 10 minutes.
Et à la fin, en fait, il y avait tout ça, c'était sous le regard de Shane et de Drew McIntyre qui étaient aux commentaires, c'est ça? Ouais, c'est ça? Ou ouais, c'est ça, Drew McIntyre aussi était là? Je ne sais plus. Oui, si, ouais, mais c'était il y là. avait, Il y avait il y avait Elias Elias aussi, aussi qui était là, ouais, je crois. toute Ouais, il y avait l'équipe tout le était monde. là. Toute l'équipe était là, qui sont intervenus évidemment, je crois. Oui, c'est ça, ils sont intervenus ou pas? Je sais plus. Ouais, Drew et Elias sont intervenus plusieurs fois. Mais à la fin, c'est Kevin Owens qui apparaît. Il sort du public, Kevin Owens, pour aller un petit peu se venger de Shane O'Mac, hein, son nouveau ennemi, tout nouvel ennemi, pardon. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Je sais même plus. Attends, qui quoi? Kevin Owens. Ah bah il arrive, il saute par-dessus la barricade, il place un petit stunner sur Shane McMahon et puis il se casse. Il place le stunner et il se casse, voilà, c'est ça, il se casse dans le public. Bon, voilà, je pense que là, le parallèle avec Stone Cold, il est bel et bien là. Et on se termine. Alors, ça m'a fait marrer quand même parce que ça résumait assez bien la situation, en fait. Puisqu'on avait Sean O'Mac dans un coin qui était sonné, qui en avait un petit peu après Roman Reigns, qui en avait un petit peu après Drew McIntyre, qui en avait un peu après Dolph Ziggler. Et au loin, tu avais Kevin Owens qui haranguait Sean O'Mac depuis la foule. En fait, tout le monde se regardait sans vraiment se regarder. Tu savais plus trop qui en avait appris qui. C'était un peu le gros bordel. Et ça résume assez bien toute la situation autour de Shane O'Mac. Est-ce que c'est ça justement où il veut en venir? Est-ce que finalement Shane McMahon, à force de se faire trop d'ennemis, il va finir par prendre une raclée monumentale de la part de tout le monde? Je ne sais pas. Un petit goût de Survivor Series dans tout ça. Ouais, Survivor Series, c'est loin encore, hein, mais. Et oui, c'est loin. Mais peut-être qu'en effet, c'est vrai que si on était à 3-4 semaines des Survivor Series, je me dirais pourquoi pas, parce que il faut savoir que apparemment sur Twitter et sur les réseaux sociaux, beaucoup de catcheurs du roster de la WWE ont félicité Kevin Owens pour son stunner, disant ouais merci, bien fait pour sa gueule et tout machin. Finalement voilà, cette scène un petit peu d'incrédulité de Shane McMahon qui sait plus où donner de la tête tellement il a de gens potentiellement contre lui là à la fin. C'est peut-être ça finalement le méta payoff de cette histoire. Ça va lui jouer des tours là. Peut-être qu'il en fait trop, il veut trop être partout et il est en train de s'attirer les foudres de trop de gens à la fois. Et ça va peut-être pas son alliance avec Drew McIntyre et oui, puis alors Elias ce soir était là. Alors lui, Elias, c'est un cas particulier. Il est en train de se perdre un petit peu, le pauvre Elias là. Il ne réussit pas d'être intégré dans ces. Pourtant, il a le profil type du mignon quoi. Mais une semaine il est pas là, une semaine il affronte le Miz, une autre semaine là, la veille il se carapatait d'un 3 contre 3, un petit peu la queue entre les jambes et il disparaît. Puis hop, le lendemain, il est de retour aux côtés de Shane McMahon. Tu sais pas trop, c'est pareil, lui aussi, un peu flou son utilisation. Et c'est un petit peu dommage parce que on est un petit peu en train de le perdre. Il perd un petit peu son côté over qu'il avait avec le public. Mais bon, écoute, à voir. En tout cas, voilà, est-ce que cette alliance Drew McIntyre, Shane McMahon va résister à cette multiplicité d'ennemis qui se dressent devant elle, justement. Peut-être que c'est ça où ils veulent en venir. Ça, le payoff, est-ce que, au point où on en est, est-ce que ça devrait pas être ça, le payoff, toi? Ouais, voilà. D'un moment, qu'on résout... Disons qu'en faisant ça, tu résous tout. On parlait de reboot quasiment, là, tu résous tout... Si le point focal, c'est Shane, effectivement, Shane doit se faire battre à un moment donné, une bonne fois pour toutes. Et la mise en place, ce qui est fait, c'est qu'il faut qu'il se fasse battre par tout le monde. Grosso modo, tout le roster doit lui rouler dessus. Bah ouais, il faut qu'il se fasse botter le cul hors de la ville, quoi. Hors de SmackDown. Et visiblement, c'est peut-être Kevin Owens qui sera un petit peu le porte-étendard de tout le roster. Peut-être, que ça y est, maintenant c'est lui qui mène la rébellion. On va voir. Bah ouais. On va voir ça. Bon, on sait pas trop, hein. On n'est pas non plus pour autant convaincu de ce scénario, mais bon, voilà, ça peut être une porte de sortie pour ce gros bordel qui a été mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Et en tout cas, c'est comme ça que se terminé cet épisode de SmackDown. Mon bon Giscal, on arrive à l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton flop, ton top et ta note.
s'il te plaît. Eh ben écoute, je suis content de ce SmackDown, je suis content. J'ai mis un 3,5 à SmackDown, ça faisait longtemps. Parce que modulo cette histoire de Shane partout, Shane omniprésent, Shane par-ci, Shane par-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais le sentiment à nouveau, ce que j'ai pu dire sur le Discord avec certaines personnes, de regarder SmackDown avec des catcheurs de SmackDown, des histoires de SmackDown. Il y avait la ceinture féminine, il y avait la ceinture tag team, il y avait la ceinture intercontinentale, il y avait Roman Reigns qui catchait dans son bon show. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas catché à SmackDown. On a vu tous ces gens-là. On a vu même la ceinture tag team féminine aussi, j'ai dit, je sais plus. Donc on a vu tout ce qui devrait apparaître à SmackDown. En plus avec des développements scénaristiques un petit peu partout. Bien aimé, voilà, l'évolution encore, la touche finale apportée par Nikki Cross lors de la signature de contrat. Le petit Tag Team Summit pour hyper tous ces matchs voilà, qui sont moins de star power, mais qui ont du coup eu un petit peu de soin ce mardi à SmackDown. Et c'est ça aussi le charme de SmackDown, normalement, c'est de pouvoir apporter du soin à tous ces petits matchs de délaissés pour compte dans la carte, mais qui nous font plaisir. Donc j'ai retrouvé cette vibe-là, donc j'étais content. Mais bon, je me réserve encore le retour aux 4 traditionnels pour des shows quand même un petit peu plus consistants, quoi. Écoute, mon top, je vais encore une fois le donner à Nikki Cross qui, écoute, voilà, cette signature de contrat, je l'ai trouvée top. Elle a vraiment bien tenu son rôle. Elle a posé des teasings vraiment très sympas. Le petit match dans la foulée, encore une fois, était très, très clean. Donc c'est mon petit rayon de soleil du moment, Nikki Cross. J'aime beaucoup la voir. Et mon flop, écoute, c'est compliqué, et c'est plutôt bon signe, mais c'est compliqué de trouver un flop cette semaine. Éventuellement, et encore, ouais, est-ce que je le donnerais à Shane qui est un petit peu trop là, cette intervention en ouverture de show, mais au final, elle raconte quelque chose sur la fin, donc c'était un petit peu un flop de début d'émission qui s'est transformé en truc positif, mais écoute, sinon, pas trop de flop. Peut-être Elias éventuellement. D'accord, bah écoute, voilà, ça se partage entre Shane et Elias. C'est eux qui décideront qui Ouais, voilà, qui je leur laisse se voilà. l'attribuer. C'est ça, ils se démerdent avec ça. Ouais, bah écoute, en ce qui me concerne, moi, mon flop, je vais le donner à la claque de Paige. Ah oui, bien vu ça. Faut pas donner des baffes comme ça aux gens, c'est un peu Oui, c'est bien ça, top, c'est un bon flop ça. moi franchement, j'étais là, mais genre: «Mais qu'est-ce que tu fais, quoi?» Enfin, genre Ça non, va! eh oh, laisse-les respirer un peu, c'est elles les méchantes, tu balances des baffes là comme ça. Puis tu avais les 2 japonaises à côté qui étaient là, Oh là, oh ça, là. à border les muscles et tout, genre là, Ouais, mais grave, attends, ouais. c'était quoi ça les non mais attends, Se calme. non, calme là. Et mon top, eh beh, écoute, ça va être le braquage total pour Nikki Cross parce que moi également, je l'attribue à Nikki Cross pour son œuvre, entière quoi. Enfin entre ce qui s'est passé à Monday Night Raw et là cette signature de contrat, mais elle est, tellement à fond dans son perso et son accent il est génial et elle y croit dur comme fer que cette amitié elle est ouf et la façon dont elle a retourné la situation dans la tête à Bayley, c'était super. Enfin vraiment il y avait une vraie énergie qu'on a retrouvée énormément dans ce show quoi, avec des mecs qui ont, leur place à défendre, à qui on donne les micros et qui te balancent plutôt des bonnes promos, toi, assez libres, toi, c'était pas ça, on n'a pas trop senti le script, j'ai trouvé dans la plupart des promos, et Ouais. il y avait une côté presque pas naïf, mais naturel, toi, qui flottait dans l'air, et des choses qu'on aime dans SmackDown. Et je te rejoins quand tu dis qu'effectivement, on retrouve ce qu'on aimait dans SmackDown, quoi, ce côté à la maison avec des gens qu'on connaît, avec des belles petites histoires un peu partout, de l'attention qui est donnée à tous les personnages. Et du coup, alors moi, je me rapproche encore plus du 4, puisque je donne un 3,75 à cet Oh là épisode. là là. Je suis comme toi, hein, j'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas envie de Non, donner non, 4 non, tout non. de suite. On le garde au Du coup, chaud. Ouais. voilà, on regarde, on va voir la semaine prochaine, mais c'est quand même du super bon boulot. Je suis assez hypé globalement pour ce pay-per-view. Ouais, Il y a faut quand même se dire que la carte est assez costaud, hein.
elle est très costaud cette carte, carrément. Et il y a peu de matchs qui me donnent, voilà, pour qui je prête peu d'intérêt. Et c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi. Et on revient enfin des weekly qui ont de la gueule. Et on salue. Donc on verra. Là, après Extreme Rules, il faut continuer comme ça. Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, sur PodCloud, sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube. Un petit lien Discord pour rejoindre la communauté Catch Up sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up CDC. N'hésitez pas également à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce Gom Show. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que Paige a eu raison de mettre une claque au Iconics? Est-ce que Otis est la nouvelle star de demain? Est-ce que Cesaro était vraiment celui qui a toqué à la porte de... Peut-être que c'est pas lui. Peut-être que c'est pas lui, hein. On n'en sait rien. Il a assommé le bon. Ouais, parce que je sais pas si... Là, s'il a dit comme qu'il avait toqué à sa porte. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du costume de Cesaro? Dites-nous tout. Ouais. Et partagez votre note, évidemment. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, des petites étoiles, des cœurs et tutti quanti. Et on se retrouve donc très rapidement pour, à minima, l'analyse d'Extreme Rules. D'ici là, je remercie tout d'abord Giscal pour s'être prêté au jeu de la double analyse. Merci à toi, c'était très plaisant, c'est Gom Show avec toi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut. Allez, ciao tout le monde. Allez hop.